Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous prenons l'air dans le sens propre du terme pour cette édition du Club de la Presse, tant il faut dire que le sujet d'aujourd'hui est loin d'être anodin. Pierre Nkurunziza est mort, le président burundais est décédé le 9 juin dernier. Officiellement, il a été emporté par un arrêt cardiaque, mais peu semblent croire à cette raison avancée par le gouvernement et pensent plutôt au Covid-19. Virus dont il niait l'existence jusqu'à se moquer des pays confinés. Beaucoup voient dans le communiqué du gouvernement annonçant son décès une volonté manifeste de continuer le déni de la pandémie et craignent des risques de ravage de la population par le coronavirus. Avant que Nkurunziza ne meure, son état de santé a suscité rumeurs et spéculations sur les réseaux sociaux et, bien sûr, dans la rue, au moment où ni le gouvernement ni la présidence ne voulaient rien communiquer sur le sujet. Pour quel intérêt le pouvoir se comporte de la sorte? Avec quelles conséquences? Quelles leçons tirer de la disparition de Pierre Nkurunziza? Voilà les questions et bien d'autres autour desquelles vont échanger nos invités. D'abord, Innocent Mohozi, directeur de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la plateforme de l'opposition. Pas porte-parole. Chargé de la communication. Chargé de la communication. Merci pour cette rectification de la plateforme de l'opposition. Le porte-parole en est un autre, Jérémy. Ah d'accord, merci beaucoup. Et donc nous sommes avec vous, je le répète comme vous le disiez, donc le chargé de la communication de la plateforme de l'opposition, Sephora Roucha. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Innocent Mohozi, les médias en exil, dont la télévision Renaissance, ont été parmi les tout premiers à annoncer l'hospitalisation de Pierre Nkurunziza au moment où les plus proches même de Nkurunziza parlaient juste de rumeurs de la rue. Tout le monde se demande comment vous avez su avant les autres. Ben, notre métier, c'est de chercher l'information, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce cas, comme dans d'autres cas, on cherche à obtenir l'information sur une question qui intéresse les Burundais ou l'ensemble de l'opinion, donc ce n'est pas différent de toutes les autres situations de recherche d'information. Sauf que les médias en exil ne sont pas les seuls médias au monde. Ce n'est certainement pas les seuls en exil, mais... Par rapport à ceux qui sont au Burundi, qui auraient pu avoir l'information beaucoup plus tôt. La différence fondamentale, c'est qu'on travaille dans une certaine liberté de presse réelle et que ceux qui sont au pays sont soumis à une tyrannie qui leur impose de ne parler que de choses qui sont autorisées par le pouvoir. Sauf que c'est une information tellement délicate que la question serait de savoir, mais comment ça se fait-il qu'ils aient pu accéder à cette information si cachée? Mais tous les jours, on accède à des informations cachées, tous les jours. Et donc vous avez un réseau d'informations qui vous permet d'accéder même à l'information la plus délicate. Non, mais on ne peut pas faire son métier si on n'a pas de source d'information. C'est aussi simple que ça, Franck. Il n'y a rien de particulier en termes de recherche d'information ou d'accès à l'information, c'est tout. On a des grosses difficultés, évidemment, parce qu'on est en exil et qu'on a du mal à accéder à certaines sphères, mais en même temps, il y a d'autres où on arrive à se débrouiller, c'est tout. Et visiblement, il y a certaines sources d'informations qui font beaucoup plus confiance aux médias en exil. Ben, l'ensemble du pays fait manifestement plus confiance aux médias en exil qu'aux médias au pays. Je vous rappelle l'enquête d'opinion qui avait été faite avant qu'on ne soit tous forcés à l'exil sur les médias qui suivaient les Burundais par ordre d'importance. C'était la RPA, je crois, Bonesha ou Isanganiro, et puis Renaissance. C'était les 4 médias les plus suivis. Venaient après la BBC, La Voix de l'Amérique, et puis RFI. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Ce sont les stations internationales que les gens écoutent prioritairement, et puis viennent les stations locales. Donc, ça dit ce que ça dit. Avez-vous été étonné de l'hospitalisation de Pierre Nkurunziza avant d'en arriver à son décès, Emmanuel Ndereimana? Rien ne nous a étonnés parce que l'histoire du Covid-19 est quelque chose qui a commencé
longtemps avant, je crois, depuis le mois de février, mais que les Burundais continuaient toujours, les autorités continuaient à nier. Pratiquement depuis le mois de décembre. Voilà, bon, ils continuaient à nier. Les médias ont parlé, nous avons écrit, tout le monde rejetait en bloc ce que nous disions, nous traitait de petits menteurs. Alors, avec l'OTAN, on a entendu ici et là, à gauche, à droite au Burundi, les gens qui mouraient comme des mouches. Voilà, exact. Mais le pouvoir continuait toujours à nier. Et après, il y a eu la période des élections. D'abord la campagne, où les gens étaient entremêlés comme des poissons dans une boîte de sardines, de conserve. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, même ceux qui étaient un peu épargnés sont venus quand même, ils ont été contaminés, quel que soit. Peut-être ça dépend de l'organisme de chacun, la résistance et consorts. Mais voir le président Nkurunziza hospitalisé, ce qui m'étonne est qu'il a été hospitalisé officiellement seul. Alors qu'il y a d'autres, on apprend à gauche, à droite, parmi ces mêmes autorités, qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, mais en cachette. Mais on a toujours des nouvelles du pays. Et vous voulez parler de citoyens lambda ou vous voulez parler de personnes proches de Nkurunziza? Des personnes proches de Nkurunziza. Les citoyens lambda, mais ils meurent comme des mouches. Et les proches de Nkurunziza, il y en a ceux qui sont hospitalisés jusqu'à aujourd'hui. La preuve, non seulement lui, sa femme a été évacuée d'urgence, la première dame à Nairobi. Vous comprenez alors que la présence du Covid-19 au Burundi n'est pas un tabou pour le moment. Et jusqu'à ça, c'est arrivé à un point culminant à nous enlever notre cher président. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure, on niait l'existence du Covid, mais vous n'avez pas relevé que le président lui-même, Nkurunziza, était le premier à nier l'existence de ce virus. Bien sûr, parce que lui nous parlait des histoires un peu magiques, bizarres, en disant que c'est Dieu qui protège l'atmosphère burundaise, il n'y aura pas de Covid, ça n'existait pas. Mais le comble de malheur est que parmi les officiers les plus gradés, c'est lui qui s'emporte le premier, alors c'est dommage. Et sans oublier cette image, peut-être qui nous revient, peut-être à tous, du 1er mai, où il tenait sa fille en lui disant « Toi, je peux te toucher, les autres ne font que mentir par rapport au virus. » Tout ça, c'était se moquer du monde. Et c'est arrivé même à un moment où on a expulsé les représentants de l'OMS parce qu'ils n'émettaient pas sur les mêmes ondes par rapport à la gestion de la pandémie. Vous comprenez? Alors, le Covid-19 est une réalité au Burundi. Et la preuve en est que les gens en meurent et en meurent toujours jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Nkurunziza a été hospitalisé le samedi, il est mort 3 jours plus tard. Et pendant tout ce temps, silence radio, que ce soit du côté de la présidence ou du côté du gouvernement. Quelle explication donnez-vous à ce silence innocent? De son hospitalisation? Non, de ce silence. Le silence aussi bien du gouvernement. À propos de quoi? À propos de l'état de santé de Pierre Nkurunziza. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Naturellement, c'est également lié au silence qui a accompagné son décès. Le départ de Denise Buchumi. Oui, cela arrive dans d'autres pays aussi, que le chef d'État puisse être souffrant sans qu'on le dise tout de suite au pays. Sauf que c'était quand même particulier par rapport au contexte du Covid. Et puis, ce n'étaient pas les premiers à être touchés. On se souvient du Premier ministre britannique qui a communiqué d'heure en heure sur son état de santé, et même le gouvernement. La question n'est pas là. La question n'est pas là, c'est que ils se sont enfermés dans... J'ai l'impression qu'ils ont fini par croire à leurs propres histoires qu'ils racontent sur le Covid, sur la protection divine qu'il y a sur le Burundi, sur le fait qu'eux ne peuvent pas toucher parce que Dieu les protège en particulier. Mais Dieu, si jamais pour les croyants, si Dieu existe, il existe pour tous les humains, ce n'est pas pour certains individus au Burundi seulement. Donc tous les autres qui sont morts, tous les autres qui sont sur cette terre, c'est comme si eux, Dieu ne s'en préoccupait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés malades, qui sont morts, etc. Ça n'a rien à voir avec la foi, cette histoire-là. C'est un virus. Le virus, les médecins nous disent comment s'en protéger, comment essayer de l'éviter. Et même quand on essaie, on peut l'attraper et en mourir. Tout à fait. Et maintenant, nos autorités sont dans le déni total, comme ils l'ont toujours fait dans d'autres domaines, notamment la crise qui est dans le pays depuis 2015 et qui est toujours là, qui est intégrale. Ils nient l'existence du Covid, ils nient le risque lié au Covid. Ils se promènent
se fréquentent, vivent dans la plus grande promiscuité comme c'était avant, comme il était en train de le dire Emmanuel. Avec notamment les rassemblements, les meetings électoraux, les messes, les matchs de foot, les mariages, tout se passe comme si... Le transport en commun. Le sport, voilà. Et puis... Et même ceux qui osent se protéger sont tournés en dérision. Oui. Je ne sais pas s'ils sont emprisonnés, mais ils sont tournés en dérision tout au moins, parce que le président parlait d'Agahomera Bounoua récemment encore. On a connu quand même certains témoignages de personnes qui portaient le masque et qui se sont fait attraper par la police. Mais si le président de la République appelle le masque Agahomera Bounoua, ben ça veut dire que plus personne ne peut oser porter ça. C'est aussi simple que ça. Agahomera Bounoua, ça veut dire scandale, machin. Enfin, c'est excessif. C'est le scandale suprême, Agahomera Bounoua. Le jeu des mots sur Agafuka Bounoua, Agahomera Bounoua. Donc, à 3 reprises, il a prononcé ce... Donc, que ces gens disent ces choses-là et que finalement, ils y croient, et pour finir par en être victimes. Mais on dirait qu'ils ne comprennent toujours pas, parce que ça veut dire que d'autres peuvent encore tomber, mais c'est proprement incompréhensible. Nous connaissons tous des gens qui sont morts du Covid. Il y a les 2 collègues de la RTNB qui sont morts récemment. Il y a d'autres gens qu'on connaît, moi je parle de ceux que je connais. Qui sont hospitalisés. Non, il y en a qui sont morts, Emile Wenga, Gracier Bukwaya, et puis d'autres dans les quartiers, etc. Il y a des gens un peu... Et puis, ce n'est pas une maladie honteuse, bordel, comme s'il y avait... Excusez-moi, la grossièreté. Contrôlez votre langage. Comme s'il y avait... Pardon. Au micro. Pardon. Ça va. Comme s'il n'y a même pas de maladie honteuse, cela dit. Donc une maladie, c'est une maladie, on fait ce qu'on peut pour l'éviter. Et on ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça, y compris avec la sienne. Moi, ce qui me paraît encore plus incroyable dans ce système-là, que le président puisse se tromper parce qu'il a des croyances, mais qu'il n'y ait personne au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans tous les services de sécurité, qu'ils soient capables de dire arrêtez un peu là, on va à la catastrophe. On a vu même les candidats à la présidentielle qui n'osaient pas contredire. Mais on ne peut pas comprendre que tout soit pourri à ce point dans le pays, au point où les gens font un truc aussi incroyable que nier l'existence du Covid et les risques que ça représente, et que ça se passe comme si de rien n'était. Les gens sont en train de mourir, tout le monde le voit, toute la région le voit, toute la communauté internationale le voit. De la même manière qu'ils voient les crimes qui se commettent sans que personne ne bronche, ça fait mal ce qui se passe chez nous, ça fait vraiment mal. Pourquoi, selon vous, Emmanuel, pourquoi le gouvernement cacherait la vérité? Non, il faut comprendre une chose. Quand c'est le président de la République lui-même qui ose venir devant la foule, nier l'existence du Covid, après il y a naissance des fausses prophéties qui lui parlent qu'il sera président à vie éternellement. Lui ne voyait pas alors par où viendra ce cauchemar de Covid-19. Il s'est laissé alors bercer son cerveau, s'est laissé bercer par des fausses promesses, éternel guide et tout. Et alors, quand il y a des prophéties qui parlent la même chose que le président, même s'il y a vraiment un proche collaborateur qui pouvait dire le contraire, ça serait vraiment contredire même ce Dieu, vous comprenez? Alors, ils sont restés enfermés dans un vase clos. Et c'est là où est née la catastrophe. Vous voulez dire aussi bien le président que tout le pouvoir, le gouvernement, etc. Jusqu'il y a des gens qui ne comprennent même pas qu'il soit mort, parce qu'ils savent qu'il est éternel. Les fausses prophéties l'ont annoncé tous les jours. Et il s'est laissé bercer par ces vautours autour de lui, les gens qui cherchent juste des miettes qui tombent sur la table. Et il s'est laissé véhiculer ces messages dans toute la population. C'était vraiment de la catastrophe. Alors voilà, l'aboutissement, c'est quoi? Lui-même déjà, il est parti, c'est dommage. Et si finalement le gouvernement avait raison de ne pas trop ébruiter la pandémie pour ne pas effrayer la population, ne dit-on pas que la peur peut être pire que ce qu'il a causé? Non, on se souvient. Il y avait notre raison. On a des exemples notamment de la Suède ou des Pays-Bas qui ont dit mais on va laisser les gens être contaminés et c'est comme ça, c'est ce qui pourra nous sauver. Est-ce que ça ne pourrait pas être dans la même philosophie? Écoute, il ne faut pas comparer l'incomparable. Il y avait une autre raison, c'était des raisons politiques. Parce qu'on préparait des élections. Il fallait à tout prix embarquer tous ces gens dans les meetings. En parlant des mesures qu'il faut prendre contre le Covid, ça allait tout simplement aboutir à dire aux gens de rester chez eux, confinement et consorts. Alors qu'ils devaient à tout prix arriver aux élections
triquer tout et tout, proclamer leur candidat et consorts. Mais les élections sont terminées, le langage n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. Alors, ils reviennent où? Tu me parles de la Suède, je ne sais pas de quel pays. Ces pays, ils ont pris des mesures strictes. Ils n'ont pas confiné la population, c'est vrai. Mais ils n'ont pas empêché aux gens de se protéger. Ils ont demandé à la population la distanciation. Et c'est respecté à la lettre. Et il ne faut pas comparer alors les gens qui ont pris une certaine façon de se protéger avec les gens qui n'ont rien vraiment pensé de tout cela. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose alors, à la fin. Vous comprenez pourquoi chez nous c'est la catastrophe, que chez les autres, quand même, ça va. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba. Aujourd'hui, nous parlons de la mort du président Pierre Nkurunziza et des interrogations qui ont accompagné sa disparition. Emmanuel Ndereimana, qui est le chargé de la communication de la plateforme CEFOR Arusha, est l'un de nos invités. Nous sommes également avec Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, qui sont sur ce plateau pour débattre du sujet. Innocent, que peuvent être les conséquences de ce déni, en commençant par l'entourage direct de Pierre Nkurunziza? Non, les conséquences, c'est les morts tous les jours qu'il y a au pays. C'est les morts qui sont là tous les jours. On a parlé notamment de l'évacuation de la maman de Pierre Nkurunziza hier matin dans une structure Je ne veux pas aller dans les spéculations sur tel ou tel autre cas parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, il faut rester très prudent. Mais même en parlant simplement de citoyens ordinaires, le nombre de gens qui sont en train de mourir, nous voyons tous, les nouvelles, nous les avons. Mais pire encore, maintenant aussi au niveau du sommet de l'État, puisque c'est de cela que vous parlez, que le président ait été atteint, que son épouse ait été atteinte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres qui sont atteints aussi. Donc ça dépasse l'entendement tout simplement. Mais on parle de gouvernement, de gouvernants, mais en réalité... On peut parler de suicide. En réalité, ce pays n'est pas gouverné depuis très longtemps. Il n'est pas gouverné, ce qui se passe chez nous ne serait pas toléré dans aucun autre pays au monde, à mon avis. Vous voulez parler d'un comportement suicidaire de la part du sommet de l'État? Totalement irresponsable, totalement irresponsable. Les gens sont enfermés, je ne sais dans quoi. C'est des choses difficiles à qualifier parce que c'est vraiment unique. Bon, il y a quelques proximités, quelques ressemblances avec ce qui se passe en Tanzanie. Quand on voit certaines personnalités publiques tanzaniennes, ce qu'ils racontent, on croirait qu'entendre les gens de chez nous, mais bon, il y a quelques différences quand même, mais ce qui se passe chez nous dépasse l'entendement. Et donc, vous craignez qu'aujourd'hui, demain, après-demain, on puisse encore annoncer d'autres morts dans l'entourage direct? Vous savez, si ça concernait ceux qui décident et qui décident mal, ça, à la limite, c'est leur problème. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le pays. Non, toute la population. Oui, si les conséquences ne portaient que sur ceux qui prennent ces décisions, à la limite, on dirait, OK, ils sont victimes de leurs décisions, mais tous les autres maintenant, tout le pays qui est censé être gouverné par ces gens. Et Emmanuel, on est en train de parler des conséquences de ce comportement, de ce déni, de cette attitude que Innocent Mozi est en train de traiter pratiquement de suicidaire, de criminel de la part du pouvoir. Qu'en est-il des relations entre la population et le pouvoir dans ce contexte de déni et de mensonge, comme vous êtes en train de le dire vous-même? Vous savez, c'est difficile quand le peuple est embarqué sur une pente un peu difficile. Ils font avec, mais avec beaucoup de regrets parce que nous parlons avec l'une ou l'autre personne au pays. Vous comprenez? Si tu vois par exemple le communiqué qui est sorti hier du gouvernement qui dit à tout le monde que ne dansez pas, ne faites pas de la musique, mais allez au bar où vous pouvez vous entasser comme vous voulez, vous contaminer comme vous voulez, mais seulement ne faites pas la musique. Allez à la messe, faites des cérémonies de mariage, tout ce qui est possible pour vous rencontrer en masse et vous contaminer davantage, allez-y. Vous ne trouvez pas que ça, c'est suicidaire vraiment? Ça veut dire que, comme vous êtes en train de le dire là, comme le directeur l'a dit, il y a absence d'autorité. Vous comprenez? Parce que il est vrai, il donne des ordres, mais sans mesurer les conséquences. Je parlais de conséquences en rapport avec les relations entre la population et le pouvoir. On a parlé d'un taux élevé de participation aux élections, avec un futur président qui a été élu à plus de 68% des voix. S'agirait-il aujourd'hui d'un véritable amour ou il pourrait y avoir un certain désamour lié à ce
déni et à son mensonge qui fait des victimes, qui font des victimes également dans la population. Essayez de regarder une seule image qui peut te donner la réponse de tout ça. Ils ont participé massivement, c'est vrai, aux élections. Ils ont voté contraire de ce que le pouvoir a proclamé. Vous comprenez? Alors, le peuple, leur candidat n'a pas été proclamé vainqueur. C'est pourquoi tout ce qui se passe au pays, malgré le président, la mort du président, ils font comme s'ils ne sont pas là. Ça veut dire qu'il y a cassure entre les dirigeants et les dirigés. Donc le peuple se dit, bon, c'est toujours la même chose. Ils suivent rien en paix de mots. Vous comprenez? Les autorités là-bas vont sortir des communiqués, mais eux, ils ne sont pas là. Ils sont absents. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vois, ils sont partis aux élections, ils ont voté, mais leur candidat a été refusé. Alors, la cassure est née désormais jusque-là. Vous comprenez alors que jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a amour entre dirigeants et dirigeants. C'est vraiment le divorce est prononcé. Voilà. Mozi Innocent, quelle leçon peut-on tirer de la mort de Pierre Nkurunziza, mais également, naturellement, avant de tirer des leçons de la mort de Nkurunziza, d'abord de son pouvoir? Bon, sa mort, c'est malheureux qu'on pousse l'inconscience ou l'irresponsabilité à ce point. Il est victime de décisions insensées qui sont prises par son gouvernement. Ça dépasse l'entendement. Il aurait pu être encore en vie. Mais il aurait pu être encore en vie s'il avait pris les mesures que tous les autres pays du monde prennent. Si simple que ça. C'est incroyable. Ces gens qui prétendent l'aimer, qui prétendent pleurer, ne l'aimaient vraiment pas du tout. Parce qu'ils n'auraient pas laissé les choses se faire comme elles ont été faites si vraiment ils aimaient ce président. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Ils n'aiment pas Pierre Nkurunziza, les gens qui menacent les autres en disant c'est lui qui fait la fête, machin. Mais ces gens n'aiment pas le président, c'est tout. Ils profitaient de ces errements comme de ce système. Sinon, ils auraient pu dire ça ne peut pas se faire. Et ils seraient encore en vie. Ça, c'est vraiment une chose qui me paraît évidente. Il y avait un autre aspect, c'était quoi? Oui, c'était quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de son pouvoir? La leçon est très simple. C'est ce qui a été fait pendant les 15 ans au Burundi. C'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce pays-là ou dans un autre pays. On ne peut pas gouverner par la terreur au XXIe siècle. On ne peut pas gouverner par le meurtre, par les disparitions forcées, par les emprisonnements des milliers de jeunes gens parce qu'ils expriment leur opinion, par les viols massifs des femmes, par l'impunité totale, par la cruauté qui pousse des centaines de milliers de ses concitoyens à l'exil, par l'enfermement des gens pour qu'ils expriment pas leurs idées pour construire leur pays. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, il a amené la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les femmes qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans. Est-ce qu'au moins, on ne pourrait pas le retenir pour certains de ces aspects qui pourraient paraître positifs? Ça a été de la démagogie plate. Parce que vous prenez, nous savons tous que la santé, ça a un coût, nous savons tous que l'enseignement, ça a un coût. Si vous prenez ces mesures-là, vous prévoyez comment financer cela. Vous ne pouvez pas prendre ces mesures sans prévoir comment financer cela. Donc les mesures d'accompagnement. Mais le résultat, ça a été la catastrophe. Les hôpitaux sont dans un état de délabrement sans nom. Les écoles primaires notamment, vous voyez très bien que les enfants apprennent en étant assis par terre. Même le sol, oui. Donc ces choses-là, à la limite, ça a été de la démagogie. Ce monsieur pouvait paraître sympa sur certains aspects, mais sa politique a été un désastre pour le pays. Qu'est-ce qu'on retiendra de son règne? C'est vraiment la destruction du contrat social que le Burundi avait pu atteindre au terme d'une guerre de pratiquement 10 ans. Ça s'appelait l'accord d'Arusha, avec ses défauts, avec ses faiblesses, qui pouvaient s'améliorer. Ça a été son règne, ça a été la destruction méthodique du consensus que le Burundi avait pu atteindre pendant toute cette période de négociation qui a duré 3 ou je ne sais pas combien d'années. Et le résultat, regardez où on en est, le pays le plus pauvre au monde. Pour Mozi, le tableau est complètement sombre. Et d'ailleurs, ce que il n'est pas sombre, il est noir. Il est noir. Quand c'est sombre, ça va encore, c'est plutôt noir. C'est que vous disiez vous-même, ce n'était pas aussi beau que ça. Mais est-il encore possible de se rattraper pour une meilleure gestion du Covid, pour ne parler que du Covid avant de revenir sur le général Emmanuel?
Oui, on peut toujours faire quelque chose si maintenant on prend les mesures dès maintenant, parce que demain ça sera trop tard. Si tout ce qu'on devait faire, on n'a pas fait avant, alors maintenant, là, à la minute où nous sommes, ils peuvent vraiment faire comme d'autres, prendre des mesures qu'il faut pour ce peuple, afin de sauver quand même certains parmi eux. Parce que ils doivent comprendre que même eux, les autorités, ne sont pas épargnés. La preuve avec exact. le décès voilà, exact. Et puis, les nouvelles autorités, il faut qu'ils évitent de se faire entourer des faucons, des vautours qui étaient autour de Nkurunziza. Il faut renouveler tout ce clic. Les gens qui viennent chanter à tes oreilles juste pour te faire bercer, il faut t'éloigner de ces gens. Il faut des gens qui viennent te parler de la vérité, même si cette vérité te fait mal, mais que ça apporte du bien pour la nation. Il faut des gens comme ça. Et alors, c'est ce que je souhaite aux nouvelles autorités, qu'ils finalement ils quittent l'ombre du... Je ne sais pas où ils étaient, dans quel genre de rêve du bonheur, alors qu'ils pataugeaient dans le malheur avec tout le pays, qu'ils reviennent sur la table des négociations, parler avec les opposants, ramener sur la table les accords d'Arusha, revoir ce que ça raconte. Vous ne craignez pas que ce ne soit pas le cas, étant donné que l'élu pour être président a dit lui-même qu'il va perpétuer l'héritage de Pierre Nkurunziza. L'héritage de Pierre Nkurunziza, c'était la catastrophe. Vous comprenez? Dès le début jusqu'à la fin, vous pouvez compter vous-même les morts qui sont enregistrés sur le pouvoir de Nkurunziza. Mozi a dit tout ça, mais malgré tout, malgré ce langage pendant du vivant de Nkurunziza, vous espérez qu'il peut peut-être changer et agir autrement. Oui, l'homme change, vous comprenez. Il ne peut pas rester dans le négatif, parce que lui-même comprend. S'il fait faux pas, sans prendre des mesures, par exemple pour le Covid, qui lui dit qu'il sera épargné, qui lui dit que ce n'est pas son tour demain. Mais pourtant, s'il fait comme d'autres font partout dans le monde, il épargne et la population et lui-même. C'est ce qu'on souhaite pour cette nation. Les nouvelles autorités avec de nouvelles méthodes pour changer exactement, faire le contraire de ce que son prédécesseur faisait. Il y a quand même de l'espoir du côté d'Emmanuel Ndereimana. On s'achemine vers la fin de cette édition. Innocent, le pouvoir de Nkurunziza, vous l'avez dit, il était souvent accusé, il a été accusé de tas de crimes, dont des crimes contre l'humanité. Avec sa disparition, est-ce une page qui se tourne sur cet aspect? Je ne crois pas parce que c'est la même équipe qui reste au pouvoir. C'est les mêmes acteurs qui restent là. C'était pas... Le problème n'était pas spécifiquement Nkurunziza, c'était tout le système qui pense et qui agit comme cela. Et tant que c'est ces mêmes individus qui restent là, qui viennent de voler de manière éclatante les résultats des élections, tout le monde a vu que le pays sortait massivement pour dire qu'il en a assez de ce gouvernement et de ces gens, et que malgré cela, ils ont gardé le pouvoir. Je ne vois pas ceux qui ont commis ces crimes de façon massive hier changer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ils vont continuer leur fuite en avant. Et je ne sais pas si le président qui a été imposé par ce même groupe aura la capacité de s'en dégager, de faire autre chose. Et si c'était possible? Ben, on verra. Ce sera tant mieux pour le pays. Bien. Je n'y crois pas beaucoup. Merci beaucoup. Il y a de l'espoir, il y a du désespoir. Non, je n'ai pas dit qu'il y a de l'espoir. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas un espoir comme tel. Ce sont juste des souhaits. Voilà. Vous comprenez. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup. C'est par ces termes, ces souhaits que vous venez tous les deux d'énoncer que se termine cette édition du Club de la Presse. Merci donc à nos invités, à Innocent Mozi et Emmanuel Ndereimana. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.